notre prière rituelle. Et vous savez bien quelle est ma prière rituelle quand je me sens fatigué, quand je suis angoissé et non pas peur. Ben, je suis angoissé, mais je n'ai pas peur. Vous faites la différence entre la peur et l'angoisse. La peur, elle inhibe, la peur, elle nous empêche de bouger. Alors que l'angoisse, elle naît simplement de la prise de conscience de nos responsabilités. Et donc, je suis angoissé. Pourquoi? Parce qu'avec ces gens-là, mais je me dis, il y a tellement de lueurs d'espoir, d'espérance, que je n'ai pas le droit de vous décevoir. Vous allez découvrir quelqu'un que vous connaissez, mais que vous n'avez pas jamais connu. Et donc, vous allez voir des facettes que nous n'avons jamais montrées. Et comme je vous l'ai dit, mais il y a quelqu'un. Il y a mon talisman à moi. Mon talisman à moi, il faut l'applaudir. Il s'appelle Khalifa Diakhaté, qui est dans un autre qui s'appelle E-Média, ITV, iRadio, que vous connaissez déjà, je crois. Donc c'est un peu mon gris-gris, parce que quand il est là, moi je me sens très bien. Quand il est là, quand je suis malade, je guéris. Quand il est là, il a le don de m'arracher les vers, même quand je n'ai rien à dire. Donc Khalifa, tu ne peux pas échapper à ça. C'est notre gris-gris à nous tous. Dis un mot et que la fête soit belle et que nous continuons. Merci professeur, bonjour à tous. Il m'est très difficile de prendre la parole devant un public parce que je suis très timide, vous ne me croirez pas parce que vous me voyez à la télévision. Mais j'espère que vous croyez à ma bonne foi. Donc nous sommes là pour l'essentiel. L'essentiel c'est cette synthèse de philosophie. L'essentiel, ce sont ces outils intellectuels que les éminents professeurs vont vous donner aujourd'hui pour vous préparer à décrocher le baccalauréat au moins, je dis bien au moins d'office. Est-ce qu'on est d'accord? Je pèse bien mes mots, au moins le baccalauréat d'office. Bonne chance à tous et excellente synthèse de philosophie. Et donc, comme vous le savez, c'est un programme qui est articulé autour de 4 domaines essentiels. Le premier domaine, le domaine numéro 1, qui porte sur la réflexion philosophique. Le prétexte, il sera fourni par le sujet numéro 1. Le sujet qui dit philosopher, c'est refuser la quiétude de la servitude. Qu'en pensez-vous? Le domaine numéro 2, qui prend en charge la problématique de la vie sociale. Il y a également un sujet prétexte que vous avez devant vous. Sans conscience réfléchie ni conscience morale, point de liberté. Qu'en pensez-vous? Et ce sujet-là sera bien sûr un prétexte comme le premier, pour valider tout ce qui a été dit et à retenir sur la problématique de la vie sociale. Le sujet 1 également nous permettra de passer en revue l'essentiel de ce qu'il faut retenir au niveau du domaine numéro 1. Bien sûr, le texte nous permettra de baliser la question de l'art et les collègues reviendront également, mais sur l'épistémologie pour dire qu'il n'y a aucun aspect qui ne pourra être laissé en rade. Mais bien sûr, Badara, philosopher, c'est refuser la quiétude, la certitude. J'aimerais que vous commenciez par nous dire, mais en quel sens? Merci professeur. La philosophie est une façon de penser. Et si la philosophie est une façon de penser, vous savez que toute pensée n'est pas nécessairement philosophique. La philosophie se veut une pensée rationnelle. La philosophie se veut une pensée critique. La philosophie se veut une pensée personnelle, mais la philosophie aussi se veut une pensée autonome et libre. Et donc, la philosophie se veut particulièrement ce qu'on appelle une réflexion critique. Alors, le sujet dit que philosopher, c'est refuser la quiétude de la certitude. Refuser, c'est ne pas accepter. Refuser, c'est ne pas adhérer, ne pas choisir. Ne pas choisir quoi? La quiétude de la servitude. Ce que j'appelle analyse conceptuelle, il faut définir les mots-clés. Si refuser, c'est nier, rejeter, c'est quoi la quiétude? Vous me direz que la quiétude, dans la quiétude, il y a une certaine tranquillité. Dans la quiétude, il y a un certain confort. Et que dans cette perspective, c'est comme si le philosophe refuse le confort, mais le confort de quoi? Mais le confort de la servitude. Et il reste à analyser le mot servitude. Servitude, ici, peut signifier contrainte. Servitude peut signifier ici l'état d'esclavage. Servitude peut signifier ici assujettissement, mais servitude aussi peut signifier aliénation. Et que donc, le problème, tout le paradoxe, c'est de comprendre mais comment le philosophe préfère, refuse, disons, la quiétude de la servitude. Parce qu'apparemment, on aimerait être dans une certaine quiétude. Apparemment, on aimerait être dans un certain confort. Apparemment, on aimerait être dans une certaine tranquillité de l'âme.
Mais pourquoi le philosophe, lui, préfère ou refuse la quiétude de la servitude? Et qu'il préfère à cette quiétude de la servitude ce que le professeur disait l'autre jour, que la liberté, que le philosophe préfère donc l'inquiétude de la liberté. Et j'aimerais d'ailleurs lui repasser la parole parce que j'ai beaucoup aimé cette reformulation du sujet. Dans le sujet dit, professeur, philosopher, c'est refuser la quiétude de la servitude. Vous avez dit que philosopher alors, c'est préférer l'inquiétude de la liberté. Qu'est-ce que vous pensez à cela? Oui, je le dis parce que simplement, les élèves, c'est pour leur apprendre. Je les taquine souvent en leur disant, vous n'êtes pas des littéraires, mais des littérailleurs, comme vos grands-parents étaient des tirailleurs, parce qu'un littéraire qui ne se nourrit pas de littérature, je l'appelle un tirailleur et non pas un littéraire. Mais je dis, si vous avez le sens critique, quand on vous dit philosopher, c'est refuser la quiétude de la servitude, mais vous devez comprendre quoi? Que d'abord, il y a un paradoxe dans la question. Pourquoi il y a un paradoxe? Il y a deux termes qui semblent contradictoires de manière explosive dans le sujet. Mes amis, vous avez les yeux sur le sujet. Il y a deux concepts contradictoires apparemment ici. La notion de quiétude et la notion de servitude. Parce qu'en général, une quiétude ne peut pas être une source de servitude. Ce que nous cherchons tous, c'est la quiétude. On vous a tous enseigné que l'une des finalités de la philosophie, c'est l'ataraxie, la paix de l'âme. Et alors, comment on pourra dire que le philosophe refuse la quiétude? Ça voudra dire, comme il l'a dit, que je m'arrête d'abord, mais pour dire quelle est cette forme de quiétude, mais dont le philosophe ne veut pas. Quelle est cette forme de quiétude dont il ne veut pas? Le sujet vous le dit. Il vous dit la quiétude, mais de la servitude. Ça veut dire quoi? Il y a une sérénité, il y a une tranquillité d'esprit et d'âme, mais qui sont sources de servitude. Pourquoi cette quiétude et cette sérénité d'âme sont sources de servitude? Mais parce qu'elles sont synonymes d'esclavage. D'esclavage par rapport à quoi? Au poids des idées, des opinions, des croyances, des traditions, des idées toutes faites entièrement héritées de la société. Et donc, à la différence de celui-là, qui est dans la quiétude parce que se conformant aux vérités établies, à la différence de celui-là, qui est dans la paix de l'esprit, parce qu'adhérent de façon immédiate, émotionnelle, sentimentale, naïve à toutes les idées et à toutes les croyances de sa société, le philosophe, j'avais dit, il préfère l'inquiétude de la liberté. D'où viendrait cette inquiétude du philosophe? Mais vous le savez, parce que le philosophe, il vit dans le doute. Le philosophe, il vit dans l'étonnement. Il vit dans le questionnement. Mais le doute, l'étonnement, le questionnement dans lequel s'installe le philosophe, et faisant qu'il est dans l'absence de quiétude, lui vient simplement de sa volonté, de son insatisfaction éternelle, mais par rapport aux idées, par rapport aux conventions, par rapport à tout ce qui relève de la pensée commune. Je disais, en parlant d'inquiétude de la liberté, mais que l'exemple le plus frappant, c'est d'ailleurs celui de Socrate. Socrate aurait pu ne pas mourir. Il aurait pu ne pas mourir s'il avait choisi justement le pari de la quiétude. Si Socrate avait choisi d'adhérer, d'accepter et de valider a priori les idées de son temps et dans la société athénienne de son époque, Socrate ne serait pas mort. Mais il a préféré faire le philosophe. Ça veut dire quoi? Ébranler les certitudes. Et quand vous ébranlez les certitudes, remet en question les croyances, il est clair que vous êtes dans l'inquiétude, mais une inquiétude qui n'est pas synonyme de servitude, mais une inquiétude qui est synonyme de libération mentale et intellectuelle. Voilà ce que j'avais dit, je crois, et qu'il convient de préciser ici. Une manière de montrer que le philosophe, il vit dans le monde, comme la plupart des autres. Mais quelle est la différence entre le philosophe et les autres? C'est que sa posture est une posture interrogative. Parce que rappelez-vous, il montre le philosophe que le monde, mais il est drapé d'un mystère. Rappelez-vous, c'est Justin Gardeux qui disait que le philosophe est éternellement un enfant. Et quand on lui demandait pourquoi le philosophe serait-il éternellement un enfant, il dit mais parce que comme l'enfant, il a conservé cette faculté d'émerveillement. Mais cette faculté d'émerveillement, à l'égard de quoi? Mais simplement à l'égard du mystère du monde. Et dire que le philosophe conserve intact cette faculté d'émerveillement à l'égard du mystère du monde, c'est montrer que pour le philosophe, le monde, mais il n'est jamais connu, le monde, il n'est jamais compris. Je ne sais plus, c'est l'autre qui disait, mais que philosopher, ce n'est pas découvrir un monde nouveau,
mais c'est simplement découvrir le sens toujours nouveau du monde. Et quand nous disons que philosopher, ce n'est pas découvrir un monde nouveau, mais découvrir le sens toujours nouveau du monde, mais ça veut dire simplement, comme dit le même Justin Gardeux, à la question qu'est-ce qu'un philosophe, tu te rappelles quand il répondait en disant un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Et lorsque Justin Gardeux disait un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde, il s'installe, comme vous venez de le dire, dans ce recul critique-là, faisant que pour lui, le monde c'est des mystérieux, énigmatique, étrange. Fin de citation. Et lorsque Gardeux dit, pour le philosophe, le monde il est mystérieux, le monde il est énigmatique, le monde il est étrange, vous avez justifié pourquoi le philosophe vit dans l'inquiétude, mais cette inquiétude encore une fois qui est synonyme de liberté et de refus d'assujettissement par rapport à tout ce qui relève mais de la pensée commune. Professeur, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse avant de vous interpeller sur une autre question. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, en regardant devant moi, en regardant l'escalier rempli d'élèves, de candidats, je me dis que c'est tous les candidats de Dakar qui se retrouvaient ici au monument de la Renaissance. Absolument. Et je peux dire que c'est la victoire de la philosophie. Absolument. Moi, je demande qu'on applaudisse très fort le professeur Songhai Diouf. Parce que je peux dire aujourd'hui, à part, je le cite, le jeune Wali Seck, il n'y a que vous qui puissiez regrouper autant d'élèves. Il y a plus de jeunes autour, non pas de l'amusement, mais autour de la quête de la connaissance. Donc je crois qu'il a beaucoup de mérite et qu'il faut l'applaudir. Mais c'est un mérite qu'on partage, que nous partageons tous, parce que Badara a été là au tout début. Parce qu'avant Sorano, avant le monument, mais c'était dans des petites salles par-ci par-là, à Guédiouat, aux parcelles d'Asseni, et puis tu étais toujours là. On est sorti des salles de classe, on est allé vers les foyers des quartiers, tu étais toujours là. Les foyers des quartiers, on est allé à la télévision, après à la télévision, tu étais toujours là. On est allé à Sorano, tu étais toujours là. On est au monument, tu es toujours là. Mais je n'ose monument, je crois qu'on reste au monument de Kabo définitive parce que c'est ici que Socrate a vu le jour et cette image-là, elle est l'hymne à l'amour, elle est l'hymne à l'Afrique éternelle, que cette jeunesse conquérante-là, mais elle va aller au-delà de l'Afrique pour rendre le vrai visage de l'humanité. Mais rappelle-toi, quand tu disais ça, que j'ai reçu la philosophie, nous l'avons tous reçu avec Moussa Baye et tous ceux qui sont là, mais tu te rappelles de Socrate. Écoutez bien, jeunes gens, ce que dit Socrate, c'est de magnifique beauté. Même si le poète Valérie va le reprendre plus rare, c'est Socrate en premier, mais qui disait certaines des morts, moi je préfère m'en moquer. Il parlait de lui-même en disant certaines des morts, je préfère m'en moquer. Socrate dit, mais parce qu'il y a des morts qui sont des défaites de la mort et des victoires de la vie. Et lorsque Socrate disait une mort semblable à la mienne, elle est une défaite de la mort et une victoire de la vie, vous l'avez compris. Pourquoi la mort de Socrate est une défaite de la mort et une victoire de la vie? Mais la preuve, nous sommes là. Socrate est parmi nous parce que Socrate avait compris qu'il s'était rendu immortel. Comment s'était-il rendu immortel? Mais en marquant de son empreinte la conscience des hommes de son temps. Et donc Socrate est devenu immortel parce qu'il survivra éternellement dans la mémoire et dans la conscience des hommes. C'est au nom de la liberté intellectuelle, au nom de la liberté de penser qu'il a accepté de mourir. Mais j'ai dit, la mort de Socrate, c'est l'acte de naissance de la philosophie. La mort de Socrate, c'est la mort de la mort et la naissance de la vie elle-même. Et c'est pourquoi, ne me demande pas pourquoi le philosophe est libre. Tu es philosophe et tu incarnes cette liberté par laquelle tu soumets au rouleau compresseur de ton questionnement tous les matins au lycée des parcelles d'Asseni, tes élèves, mais au-delà des élèves, tous les élèves du Sénégal. Donc la philosophie, elle est dégustation de la liberté, elle est délectation de cette capacité à penser autrement que les autres. Mais encore une fois, c'est une liberté dangereuse parce qu'il faut accepter d'en payer le prix. C'est pourquoi elle secourra les dogmes, c'est pourquoi elle remettra en question, mais c'est pourquoi l'éternelle beauté de la philosophie sera sauve parce que philosopher, c'est goûter au beau. Rappelle-toi, le dialogue qui porte sur les pièces, c'est Socrate qui enseigne que qui n'est pas beau ne peut pas être philosophe. Mais lorsque Socrate enseignait qui n'est pas beau ne peut pas être philosophe, il ne parle pas de la beauté du corps, parce que moi je suis très laid, comme vous le voyez très bien, mais il parlait simplement de la beauté de l'âme. Et lui-même était laid. Socrate était affreux, monstrueux à voir, mais il répétait que l'infinie beauté de mon âme me compense la laideur de mon corps. Maintenant, vous êtes beau, vous êtes très belle, pareil par les uniformes de la philosophie. Et encore une fois, nous restituons à la philosophie ce qu'elle est, et cette liberté intellectuelle-là est ce qui se manifeste le mieux. Mais professeur, quand vous parlez d'attitude philosophique, nous sommes tous d'accord que l'attitude philosophique, comme nous venons de le voir, de le constater, est une attitude critique.
Le philosophe, dit-on, est celui qui boit pendant que tout le monde marche normalement. Oui. Cette attitude philosophique fait que le philosophe n'allait jamais avant examen. Cette posture critique du philosophe qui fait que le philosophe dit en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. Cette posture critique du philosophe qui fait que le philosophe n'hésite pas à aller à l'encontre des certitudes de son époque. Donc une attitude qui repose sur le doute, sur l'interrogation, sur le questionnement. N'est-ce pas ce qui explique les rapports conflictuels qui existent entre la philosophie et la religion? C'est parfaitement ça. Parce que quand Nietzsche disait philosopher, c'est certes penser, mais c'est penser à coups de marteau, comme tu le dis très bien, ça justifie le conflit non seulement entre la philosophie et toutes les institutions, toutes les formes d'autorité, mais le conflit entre la philosophie et la religion. Et cela permettra également cette posture critique de dire un mot sur les relations que la philosophie entretient avec la science, sur les relations que la philosophie entretient avec le mythe, bref, avec les autres formes de connaissances. Tu le sais très bien, Badara, je n'ai pas besoin d'insister. Quelle relation la philosophie entretient-elle avec la religion? Il est clair que philosophie et religion ne sauraient être confondues. Généralement, on considère même que les deux disciplines seraient marquées par l'hétérogénéité de leur démarche. Et cette hétérogénéité de la démarche philosophique et de la démarche religieuse, elle reposerait mais sur le fait qu'elles obéissent à des principes directeurs différents. Quand on le micro à n'importe lequel de nos portages, nous dirons mais que le principe directeur de la philosophie, c'est la raison, et là où le principe directeur de la religion, elle serait simplement la foi. Une foi qui commanderait une adhésion émotionnelle et sentimentale à des vérités absolues. Absolues parce que n'ayant pas une origine humaine, mais parce qu'ayant une origine divine, là où la raison, elle, impliquerait, comme vous l'avez dit, la réflexion, la contestation, le doute, l'étonnement et le questionnement. Ce qui fait que très souvent, le conflit présumé, j'ai dit bien présumé, entre philosophie et religion, il a l'habitude de prendre les allures d'une opposition entre ce qui relèverait de l'ordre de la foi, de ce qui relèverait mais de l'ordre de la raison. Et à cette problématique, à cette question de savoir quelle relation la philosophie entretiendrait-elle, la foi entretiendrait-elle avec la raison, mais tu sais que l'histoire de la pensée offre souvent des réponses extrêmes. La première, elle consisterait à dire que ce qui relève de l'ordre de la raison serait incompatible à ce qui relève de l'ordre de la foi. C'est la par exemple, je crois, Pascal, qui montre très clairement, rappelez-vous, Pascal se moquant de Descartes, lorsque Descartes, dans le discours de la méthode, avait fini de prouver Dieu de façon rationnelle, mais que dit Pascal Descartes en schématisant, philosopher c'est douter, mais si je doute, c'est que sans doute, je devrais être un être imparfait. Parce que Descartes dit, j'ouvre les guillemets, c'est une plus grande qualité de connaître que de douter. Et lorsque Descartes dit, c'est une plus grande qualité de connaître que de douter, ça veut dire quoi? Douter, c'est manifester son imperfection. Et il dit, mais si je suis imparfait, c'est en opposition avec un être parfait. Comme cet être parfait n'est pas moi, qui doute, qui peut se tromper, il est en dehors de moi, et s'il est en dehors de moi, il ne peut être que Dieu. Mais quand il l'a dit, Pascal dit, mais mon cher Descartes, tu es vraiment ridicule. Ce Dieu-là, c'est ton Dieu à toi. Moi, le Dieu auquel je crois, ce n'est pas le Dieu des philosophes, ce n'est pas le Dieu des savants. Il dit, j'ouvre les guillemets, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Ismaël, et non pas ce pauvre Dieu que tu prétends découvrir par ta misérable raison. Mais Descartes, comment n'as-tu pas compris? Mais que la raison humaine, c'est l'infiniment petit. Et là où la raison humaine, c'est l'infiniment petit, Dieu, c'est l'infiniment grand. Mais Descartes, tu es ridicule au point de ne pas comprendre, mais comment l'infiniment petit de la raison humaine pourrait percer et découvrir le mystère de l'infiniment grand qui est Dieu. Tu leur as répété, Dieu s'éprouve, mais ne se prouve pas qu'il est sensible au cœur et non à la raison. Mais cette perspective-là nous amènerait, comme vous l'avez dit, parce que vous venez de le dire, qu'on ne peut jamais raisonner dans un sens univoque en philosophie. Et donc, cette solution pascalienne, consistant à séparer ce qui relève de l'ordre de la foi de ce qui relève de l'ordre de la raison, elle va être publiée, remise en question par d'autres qui vont tenter naturellement, mais de concilier ce qui relève de la foi de ce qui relève de la raison. Celui qui me vient en esprit, mais c'est saint Thomas. Que dit saint Thomas? J'ouvre les guillemets. La foi ne devrait pas éviter la raison, elle doit la rechercher et s'allier avec elle. Fin de citation. Et lorsque saint Thomas disait la foi ne doit pas éviter la raison,
elle doit la rechercher et s'allier avec elle. Mais cette jonction nécessaire, selon saint Thomas, entre foi et raison, elle est déjà réglée par celui que j'aime bien et qui est familier à mes élèves. Mais c'est le théologien chrétien du Moyen-Âge, vous vous en souvenez, dans son magnifique ouvrage qui s'appelle Les Confessions, lorsqu'un garçon fraîchement converti à la religion chrétienne lui dit maintenant, Saint-Père, que je suis devenu chrétien, devrais-je renoncer à ma raison pour me contenter littéralement de ce que disent les saintes écritures de la Bible? Il répond en disant, je vous l'ai dit, mais il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. Et quand il dit, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer foi que Dieu est déjà en toi, le Saint-Père enseigne quoi? Mais que tout divorce entre foi et raison est nécessairement préjudiciable à l'homme et que c'est leur conjonction qui permet à l'homme, pour ainsi dire, de se guider et d'éclairer les chemins de son existence. Mais quand j'ai dit la philosophie n'est pas la religion, il faudrait également montrer quand même quels sont les points de convergence. Moi, il me semble que quand je fais attention à ce passage dans lequel Schopenhauer dit, j'ouvre les guillemets, les mosquées, les églises, les pagodes, bref, tous les lieux de culte, dans leur grandeur et leur magnificence, expriment ce besoin métaphysique de l'humanité. C'est une manière de montrer que l'un des points de rencontre entre philosophie et religion, mais c'est de satisfaire cette éternelle aspiration de l'homme à la spiritualité. Et qu'est-ce qu'elles ont donc en commun? Permettre à l'homme de répondre, certes de façon différente, aux mêmes types de questions, les questions d'ordre métaphysique, et de satisfaire le même type de besoin, mais le besoin profond de spiritualité. Mais tu sais très bien que si la philosophie n'est pas la religion, si je te demandais est-ce que la philosophie serait la science, que répondrais-tu, madame? Les scientifiques eux-mêmes piquent le Christ de philosophie comme à la limite tous les hommes piquent le Christ de philosophie d'un moment à un moment ou à un autre. Pour dire tout simplement que la science elle-même a besoin de philosophie. Tout le monde le sait. La science ne véhicule aucune morale. C'est Pascal qui disait, rappelez, excusez-moi, que science sans conscience n'est que l'huile de l'âme. Cela veut dire quoi? Que la science elle-même ne sécrète aucune morale. Et que, vous le savez, la science a besoin d'être moralisée. Et on peut dire que la science, la philosophie, excusez-moi, peut apporter cette dose éthique qui manque à la science. Si le médecin est plus utile que le philosophe dans la vie de tous les jours, il peut arriver un moment où le philosophe, où le plombier, où chacun d'entre nous n'arrive pas à dormir et qu'il arrive à penser à la mort, qu'il arrive à penser la question du sens de son existence et qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il se lève et qu'il va voir le médecin pour certains conseils, je dis souvent, mais il trouvera le médecin assis qui n'arrive pas à dormir et qui lui dit, moi j'ai les mêmes questions. Parce que ces questions-là, c'est des questions philosophiques. C'est toute la nécessité de la philosophie. C'est vrai que si certains pensent qu'il faut vivre d'abord des philosophies ensuite, mais en réalité c'est que vivre sans philosophie, ce n'est pas vraiment. Dans un monde où tout sert à quelque chose, le mérite de la philosophie est de ne servir à rien. Et c'est parce qu'elle ne sert à rien qu'elle est belle et infiniment belle. Pourquoi ce qui ne sert à rien est beau, je ne l'ai pas dit. Qui le dit, vous le savez très bien. Qui dit ça? Hein? C'est Théophile Gautier, disant clairement, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert est inutile. Et comme la philosophie elle est inutile, elle ne sera pas laide, elle sera belle, elle sera magnifique, resplendissante, et c'est pourquoi dans son éternelle beauté, nous réunit. Même chez Diallo, te dirait ici, on te dirait, la philosophie ne sert absolument à rien. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de prendre la parole dans ce banquet du savoir. Tout à l'heure, Badara disait que tous les élèves de Dakar sont là. J'ajouterai que je suis à la tête d'une forte délégation d'élèves de Mour qui sont là. Applaudissons nos camarades de Mour, ainsi d'en-bas. Alors, par rapport à l'utilité de la philosophie, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais tout simplement la régler, cette utilité de la philosophie, à partir tout simplement d'un philosophe camerounais du nom de Nyomwele, qui disait que dans la bataille du développement, on ne va pas demander aux philosophes de construire des ponts,
le philosophe ne peut pas construire des ponts. C'est aux ingénieurs et aux techniciens qu'on va demander de construire des ponts. Et lorsqu'ils vont construire ces ponts-là, celui qui vient va dire ni nyoba, ni nyo utile. Le philosophe ne sert à rien. Mais le même philosophe camerounais ajoute ceci. Quelle que soit la compétence des ingénieurs et des techniciens pour la bataille du développement, si ce développement n'est pas bien pensé, il échoue. Et le philosophe se situe au niveau de penser le développement. J'ai l'habitude de dire à mes élèves, le journaliste qui fait passer le journal télévisé, derrière lui, il y a un caméraman qu'on ne voit pas. Est-il plus important que le caméraman? Et ça nous permet de rappeler un peu ce que disait l'autre. La philosophie ne change pas le monde, mais change la conscience des hommes qui changent le monde. Et ça nous permet de plonger tout le monde dans le domaine de la vie sociale. Vous savez que le domaine de la vie sociale est articulé autour de 5 thèmes. Nature et culture, individu, société, conscience, inconscient, état et liberté. Et on a pris un sujet prétexte pour entrer dans la vie sociale. Sans conscience réfléchie, ni conscience morale, point de liberté, point quand, comme le premier quand pensez-vous. Et donc, je ne sais pas qui va plonger sur la question de la liberté sans conscience réfléchie, ni conscience morale, point de liberté. Une manière de dire que la liberté suppose la conscience réfléchie et la conscience morale. C'est au sens où il n'y a pas de liberté sans conscience. C'est au sens où on ne peut pas être libre, mais si on n'en a pas une pleine conscience. Mais on va laisser à l'excellent M. Bay procéder d'abord à l'analyse conceptuelle ici, conscience réfléchie, conscience morale, en les articulant à la problématique de la liberté, et nous reviendrons pour entrer dans les détails de la liberté et des autres aspects. Alors, très bien. Moi, je vais essayer un tout petit peu de vous orienter quand vous avez en face de vous un sujet. Hein? Donc tous les préalables sont déjà réglés. Vous avez pris le temps de lire tous les 3 sujets et vous avez opéré un choix. La première attitude, déjà, c'est d'analyser le sujet. Analyser signifie décomposer. Vous avez un énoncé. Il faut décomposer cet énoncé en unités notionnelles, parce que ce sont des notions qui composent cet énoncé. Alors le sujet dit, sans conscience réfléchie, ni conscience morale, point de liberté. Être libre signifie quoi? Être libre signifie avoir le choix de faire ce que l'on veut faire. Absence de contrainte, plus ou moins. Avoir le choix de faire ce que l'on veut. Mais attention, l'oiseau n'est pas libre. Les oiseaux migrateurs, vous les voyez très bien, ils voyagent d'un pays à un autre, mais ce n'est pas parce que ces animaux, ces oiseaux, choisissent à un moment donné, comme un touriste le ferait, d'aller visiter la Nouvelle-Zélande ou d'aller visiter la Chine. Non, ça ne se passe pas comme ça, n'est-ce pas? Donc ce sont des lois naturelles qui gouvernent, n'est-ce pas, donc ce flux migratoire des oiseaux. Est-ce qu'un être conscient a la possibilité de faire ce qu'il veut? Est-ce que la conscience morale ne me dicte pas le comportement que je dois adopter? Donc, ici, on va essayer de voir comment la conscience pourrait éventuellement fonctionner comme une contrainte. Parce que je suis conscient, et d'ailleurs c'est pourquoi quand un animal se met à, excusez-moi, à uriner, etc., on le dépasse et ça ne nous choque pas. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui le fait. D'accord? Mais si moi, être humain, je le fais, et il est fort probable que je puisse rencontrer les mêmes contraintes que l'animal à un moment donné. Mais on ne me le pardonnera pas. Pourquoi on ne me le pardonnera pas? Parce que ma nature consciente m'interdit de faire un certain nombre de choses. Donc la conscience pourrait bel et bien être ce qui me prive de ma liberté et non ce qui la garantit. C'est vrai que l'antithèse peut venir, parfois, rejeter toute la thèse. Ça va arriver.
Mais très souvent, l'antithèse est une sorte de limite qu'on apporte à la thèse. Par exemple, sur ce sujet, il serait possible de montrer que si la liberté suppose la conscience réfléchie et la conscience morale, une telle liberté ne saurait être absolue. L'homme est-il le produit de la société ou de sa volonté? Vous savez comment on traite ce genre de sujet. Et je lui ai dit que, dans un premier temps, montrer dans quel sens l'homme serait un produit de la société. Parce que tout le monde le sait, l'homme ne peut s'humaniser qu'à travers un environnement socio-culturel. On dit que l'homme est un être social, que l'homme ne peut être homme qu'au sein de la société, que c'est la société qui définit l'homme. Et ça, Aristote, depuis l'Antiquité, nous a appris que l'homme est un animal politique. Dire que l'homme est un animal politique, c'est dire que l'homme est un être social, qui vit en société, qui ne peut vivre qu'en société. Et c'est important. Et que donc, c'est la société qui fait de nous des hommes. Et comme je lui ai dit, ce qui fait de l'individu un homme, ce n'est pas l'individu même, disait Auguste Comte, mais c'est le langage, la pensée, le savoir-faire, toutes choses qu'il acquiert, non de lui-même, mais qu'il acquiert des autres. Une manière de dire que l'homme doit pratiquement son humanité aux autres hommes. L'homme est si je suis enseignant, c'est que j'ai choisi d'être enseignant, mais j'ai eu à être déterminé. Mais peut-être que j'ai été marqué par des enseignants. Dans mon histoire, j'ai connu des enseignants qui m'ont marqué et qui ont influencé mon choix. Et dans cette perspective, il y a eu un déterminisme sociologique qui s'associe avec ma volonté pour faire de moi ce que je suis. Et donc, ça peut être une sorte, je vais dire, de synthèse pour montrer que l'homme n'est ni le seul produit de la société, ni le seul produit de la volonté, mais l'homme serait à la fois le produit de la société de sa volonté. L'homme, contrairement à l'animal, est programmé à apprendre. Donc c'est important de voir que l'homme serait une synthèse entre l'inné et l'acquis. Ce que dit Edgar Morin, que l'homme n'est ni le seul produit de la nature, ni le seul produit de la culture, c'est un être bio-culturel. Professeur. Oui, qu'il est un être bioculturel, moi je dirais, comme Edgar Morin, que l'homme est marqué par son individualité. Parce que la notion d'individualité a l'avantage de montrer l'impossibilité à distinguer ce qui relèverait du strictement biologique de ce qui relèverait du strictement culturel. Donc quand il dit bioculturel, ça peut abuser un peu et induire qu'il y aurait une part de purement biologique qui se distinguerait d'une part de purement culturel. Et donc le terme individualité, c'est une manière de montrer, comme vous l'avez dit, que l'homme, il est au point de convergence. Il est le réceptacle d'influences multiples et contradictoires. Il est entre l'inné et l'acquis, le biologique et le social, l'hérédité, l'héritage, le naturel et le culturel. Mais dans tous les cas, on ne sera obligé de reconnaître que la récusation de l'idée de nature humaine, elle est très opératoire en philosophie. Mais c'est pour montrer qu'au fond, c'est la culture qui est l'essence de l'homme. Et dire que la culture, elle est l'essence de l'homme, c'est montrer que c'est dans et par la culture que l'homme s'élève au-dessus de la nature. C'est dans et par la culture que l'homme se démarque simplement de l'animal. Une manière de montrer, rappelez-vous déjà, Lucien Malson, disant clairement, je vous l'ai dit, mais c'est désormais une idée conquise que l'homme n'a pas de nature, mais qu'il a ou qu'il est histoire. Et lorsqu'il dit Lucien Malson, c'est déjà une idée conquise que l'homme n'a pas de nature, mais qu'il a, ou plutôt qu'il est histoire. Il a hésité entre l'homme a une histoire et l'homme est une histoire. Si l'homme avait une histoire, ce qu'on a relève du contingent. Ce que j'ai, je peux le perdre. Mais quand il dit l'homme n'a pas une histoire, mais l'homme est histoire, ce que je suis, il est constitutif de moi-même. Une manière de montrer que là où l'animal est seulement ce que la nature fait de lui, l'homme il est ce qu'il se fait lui-même. Une manière de montrer que l'homme et l'animal entretiennent avec la nature des rapports inverses. Quel est le rapport de l'animal à la nature? Vous l'avez dit, c'est un rapport d'adaptation. Quel est le rapport de l'homme à la nature? C'est un rapport de négation.
et de transformation. Vous connaissez l'expression de l'ancien ministre français de l'Éducation nationale, Ferry, sous Sarkozy, par ailleurs professeur de philosophie. C'est Luc Ferry qui disait de l'homme qu'il est par excellence un être d'anti-nature. Et lorsque Luc Ferry désignait l'homme en disant, j'ouvre les guillemets, il est par excellence un être d'anti-nature, il ajoute en disant, son humanitas réside dans sa liberté. Fin de citation. Et quand Luc Ferry dit, l'homme est par excellence un être d'anti-nature, quelqu'un dont l'humanitas réside dans sa liberté, c'est une manière de montrer que le rapport que l'homme entretient avec la nature est un rapport autre, mais que celui de l'animal. Je me souviens d'un très beau passage de l'ouvrage de Roger Garaudy qui s'appelle Parole d'homme. Parole d'homme pour montrer la nette césure entre le règne strictement animal et le règne proprement humain. Que dit Roger Garaudy? J'ouvre les guillemets. L'animal est un faisceau de réponses, l'homme est un faisceau de questions. Et après avoir dit l'animal est un faisceau de réponses, l'homme est un faisceau de questions, il ajoute son action, celle de l'homme, ne s'adapte pas à son milieu, mais elle le transforme. Ça veut dire quoi? Que la culture, elle est la réponse que donne l'homme à l'hostilité et à l'adversité de la nature. Et encore une fois, c'est dans et par la culture que l'homme devient vraiment humain. Et dire que c'est dans et par la culture que l'homme devient humain, mais ça veut dire quoi? L'animalité, là où elle est donnée, offerte dès le départ, l'humanité est-elle donnée? Non, elle se conquiert par un double arrachement en nous, mais également à la nature hors de nous. Et quand l'homme se libère de la nature en lui, ça veut dire de ses instincts animaux, par la soumission aux normes sociales. Et quand il se libère de la nature hors de lui, le milieu physique extérieur, par l'action transformatrice du travail, mais ça veut dire qu'il devient vraiment et pleinement humain. Et comme vous l'avez dit, c'est dans la culture que l'homme s'affirme, c'est dans la culture que l'homme s'épanouit, c'est dans la culture que l'homme s'éduque, c'est dans la culture que l'homme s'humanise pour devenir pleinement ce qu'il est. Quand Lénine dit tant que l'État est là, il n'y a pas de liberté, et quand les hommes seront libres, suppose que l'État est disparu, ben, il est dans une certaine perspective, qui est une perspective critique à l'égard de l'État. Ça veut dire que Lénine, il s'adresse à une certaine conception qu'on pourrait appeler une conception idéaliste de l'État. Laquelle conception, telle qu'elle fonctionne par exemple chez Rousseau, consisterait à dire, écoutez, le but de l'État, c'est de créer les conditions effectives d'une véritable liberté. Liberté passant par l'État de type démocratique engendré par le contrat social. Quand Lénine dit ça, il n'est plus sur le terrain de l'idéal tel que Rousseau. Parce que Rousseau, il est dans la construction d'un État parfait. L'État qui fonctionnerait, mais selon les règles de la bonne démocratie. Rappelle-toi les termes du contrat social. Quand on signe le contrat social, que dit Rousseau? J'ouvre les guillemets. Il s'agit, par ce présent contrat, de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, en sorte que chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Et donc lui, il est en train de lire Lénine, mais cette démocratie parfaite, dans laquelle il n'y a pas d'extériorité entre le citoyen et la loi. Parce que rappelle-toi chez Rousseau, quand j'obéis au prince, ce n'est pas à sa personne que j'obéis. Rousseau dit quand j'obéis au prince, le prince, son pouvoir est seulement l'émanation de la volonté générale. Et Rousseau dit, j'ouvre les guillemets, si le prince est tenté d'abuser de son pouvoir, on le destitue et on le remplace par un autre. Donc chez Rousseau, quand j'obéis au prince, je n'obéis pas à sa personne. Quel est le rôle du prince? Rousseau dit, il est seulement l'organe de la loi. Et quand Rousseau dit le prince est seulement l'organe de la loi, c'est une manière de dire il n'est là que pour veiller à la bonne application des lois. Mais de quelles lois? Des lois non pas, comme dans la plupart de nos États, non pas des lois élaborées par une Assemblée nationale, souvent acquises entièrement à la cause de celui qui gouverne, mais ici, chez Rousseau, les lois auxquelles j'obéis, c'est des lois à l'élaboration desquelles moi-même citoyen, j'ai pleinement participé. En sorte que quand j'obéis au prince, j'obéis à la loi, mais j'obéis à une loi de ma propre raison. Et quand j'obéis à une loi de ma propre raison, c'est comme si j'obéis à moi-même. Et quand j'obéis à moi-même, je ne suis pas esclave, entièrement libre. Et donc Lénine, il dit, Rousseau, qui est sur le terrain de la représentation conceptuelle, tu es terrain de la construction, mais tu n'es pas sur le terrain de la réalité. Lénine est en train de dire, Rousseau, dans la réalité, de tous les États ayant existé historiquement, aucun de ces États ne fonctionne selon le modèle que tu décris dans le contrat social, qui serait, semble-t-il, la plus belle des utopies aux yeux de Lénine. Et donc Lénine est en train de dire que tous les États ayant existé de l'Antiquité à nos jours
ont consacré ou ont reposé sur un antagonisme entre deux classes opposées. Vous les connaissez, celle des riches, celle des pauvres, celle des dominants, celle des dominés, celle des gouvernants, celle des gouvernés, celle des exploitants et celle des exploités. De quel côté serait l'État? Réponse de Lénine, du côté des dominants, du côté des gouvernants et du côté des exploitants. Donc dans la perspective de Lénine, l'État n'a été qu'une continuation déguisée de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc pour Lénine, l'État a toujours consacré la confiscation des moyens de production par la minorité gouvernante pour exploiter simplement la majorité des gouvernés. C'est pourquoi il dit, avec Karl Marx d'ailleurs, quand est-ce que les hommes seront libres? Lorsque progressivement l'État va s'éteindre pour céder la place à quoi? À une société communiste. Il dit dans laquelle, j'ouvre les guillemets, l'administration des choses va se substituer au gouvernement des hommes. Et lorsque Lénine dit, dans cette société communiste, l'administration des choses va se substituer au gouvernement des hommes, ça veut dire que c'est une société où il n'y a pas d'antagonisme de classe, donc abolition des rapports d'exploitation, abolition et partage équitable des biens et des richesses. Pour Lénine, donc, ce n'est qu'à l'avènement de cette société communiste-là que les hommes pourraient être libres. Maintenant, il est clair que chez Thomas Hobbes, on ne parle pas de liberté, parce que le but de l'État chez Hobbes n'est pas la liberté. Nous le savons tous. Hobbes et Rousseau ont deux conceptions différentes de l'homme, et cette différence de conception engendre deux systèmes politiques différents. J'ai envie de dire, Rousseau est un optimiste. Pourquoi? Parce que Rousseau considère que par nature, l'homme est bon. Quel régime conviendrait à quelqu'un de naturellement bon? C'est la démocratie. Hobbes, au contraire, me semble-t-il, c'est un pessimiste, considérant que par nature, l'homme n'est ni bon ni raisonnable, mais qu'il est très bien cruel, méchant, violent, égoïste. Qu'est-ce qui lui convient? Non pas la démocratie, mais l'absolutisme, un pouvoir tyrannique, despotique, qui va l'amener à renoncer à sa violence pour garantir non pas la liberté, mais la paix et la sécurité. Je demande d'applaudir les différentes interventions de nos collègues. Et vous applaudir aussi vous-même. Et ces applaudissements serviront de transition pour entrer dans le domaine de l'art. Nous sommes en face d'une œuvre d'art. Une œuvre d'art magnifique. Si vous êtes là, je peux même dire qu'il y a au moins 100 professeurs de philosophie qui encadrent ces élèves. Mais le 29, vous retrouverez autour des mêmes sujets. Mais cela veut dire que dans ma classe, je ne peux pas enseigner ce que je veux. J'enseigne un programme de philosophie avec des contenus indicatifs. On ne peut pas enseigner l'art sans parler aux élèves de ce qu'on appelle la nature de l'art. Et souvent, la définition qu'on donne, souvent, on l'emprunte à la langue, qui dit que l'art, c'est toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Si l'art est toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient, il faut retenir deux choses. Ça veut dire, la première chose, c'est que la beauté artistique est une beauté qui est produite par l'homme. Et que cette beauté artistique est à distinguer de ce qu'on appelle une beauté naturelle. Un beau coucher de soleil, une belle rose ne saurait être des œuvres d'art, parce que cette beauté est une beauté naturelle. Première chose. Mais la deuxième chose à retenir, quand la langue dit que l'art, c'est toute production de la beauté par des œuvres de l'être conscient, c'est que l'art, c'est une activité spécifiquement humaine. Et qu'une toile d'araignée, aussi belle qu'elle soit, ne saurait être une œuvre d'art. C'est important. Et que donc, si je reprends cette définition de la langue, l'art, c'est toute production de la beauté par des œuvres de l'être conscient. Toute production de la beauté par des œuvres de l'être conscient. Cela veut dire que la finalité ici de l'art, c'est quoi? La beauté. C'est la finalité essentielle. La beauté n'est plus la seule finalité de l'art. Aujourd'hui, l'œuvre d'art se veut, je parle sous le contrôle de M. Senghor, que l'œuvre d'art se veut surtout une œuvre expressive. Il y a le problème du rapport entre art et réalité. Est-ce que l'art nous rapproche du réel ou est-ce que l'art nous éloigne de la réalité? Est-ce que l'art nous masque du rapport? Est-ce que l'art nous masque de la réalité ou bien est-ce que l'art nous révèle la réalité? Le rapport entre art et réalité, nous avons tout à l'heure avec le texte de Camus. Nous avons une problématique à avoir dans le domaine de l'art. C'est le problème des fonctions de l'art. L'art, dans un certain sens, est une révolte contre le monde dans ce qu'il a de fuyant et d'inachevé.
Il ne se propose donc rien d'autre que de donner une autre forme à une réalité qu'il est contraint pourtant de conserver parce qu'elle est la source de son émotion. L'art n'est ni le refus total, ni le consentement total à ce qui est. Il est en même temps refus et consentement. Et c'est pourquoi il ne peut être qu'un déchirement perpétuellement renouvelé. L'artiste se trouve toujours dans cette ambiguïté, incapable de nier le réel et cependant éternellement voué à le contester dans ce qu'il a d'éternellement inachevé. Il ne s'agit donc pas de savoir si l'art doit fuir le réel ou s'y soumettre, mais seulement de quelle dose exacte l'œuvre doit se lester pour ne pas disparaître dans les nuits ou se traîner au contraire avec des semelles de plomb. Albert Camus, extrait de son discours de siècle. Très bien. Je crois que nous nous accordons tous, au-delà de la terminologie, que la première étape dans un travail de texte devrait consister à répondre à la question de quoi parle le texte. Ensemble, on pourra s'accorder, ici je crois, à se fonder sur le texte pour dire que le texte parle des rapports que l'art peut entretenir avec le monde ou la réalité. Et nous nous fondons sur le texte. Regardez bien, l'auxiliaire être mes amis. L'art, dans un certain sens, est une révolte contre le monde dans ce qu'il a de fuyant et d'inachevé. Cette entrée permet de montrer donc que le texte parle très clairement de la relation que l'art, ou d'une des formes de relation que l'art peut entretenir avec le monde ou avec le réel. Maintenant, on va l'expliquer dans le détail, avant de vous donner la parole à vous et à M. Baye, de le reprendre en charge du point de vue de la forme que prendrait une introduction. Il dit l'art, mais il ajoute, dans un certain sens, et dans un texte, ils vous l'ont dit, aucun mot n'est de trop. Parce que s'il enlevait ce qui est mis en opposition, c'est bien ça? Et s'il enlevait ce qui est mis en opposition, parce qu'il a l'art, virgule, dans un sens, virgule. S'il enlevait ça et disait, l'art est une révolte contre le monde, dans ce qu'il a de fuyant et d'inachevé, ça n'aurait pas la même signification. Parce qu'il aurait assigné à l'art un seul type de rapport, une seule fonction à l'égard. Mais il ménage d'autres possibilités en disant l'art dans un certain sens, mais pas dans tous les sens. On est d'accord, cher littéraire, et non pas cher littéraire, vous me suivez? Mais il dit, qu'est-ce que l'art, dans ce sens-là, révolte. Révolte. Contre quoi? Contre le monde. Mais est-ce qu'il s'agit d'une révolte contre le monde de façon radicale et systématique? Contre quel aspect du monde se révolte l'art? Dites-le-moi bien, mes amis. L'art ne se révolte pas contre le monde, mais contre un aspect précis du monde. Quel est cet aspect-là? Ce que le monde a de fuyant, d'inachevé. Donc, il assigne quelle mission à l'art dans cette phrase-là? En disant révolte contre ce que le monde a de fuyant, d'inachevé. Quel sens donner au mot fuyant, inachevé? Il fait allusion à quoi ici? En disant ce que le monde a de fuyant, d'inachevé, de fugace, d'éphémère, de passager. Il fait allusion à quoi, mes amis? J'entends aucun mot de mes chers littéraires. Contre ce que le monde a de fuyant, d'inachevé. J'ajoute de passager, d'éphémère, de fugace. Il fait allusion à quoi? Hein? Ouais, le flux et le reflux des choses. Que tout passe, rien ne demeure, tout est fuyant. Tout ça renvoie à quoi? Mais à la mort, au fond que dans ce monde, il n'y a rien d'éternel. Tout n'est grandi, meurt, disparaît.
Et donc, quelle fonction il assigne à l'art, entre guillemets, comme disait le pote, de suspendre le temps, de faire en sorte que le temps ne fuit pas. Comment je peux suspendre le temps? Comment l'artiste peut dire la source de son émotion? Une manière donc de montrer très clairement que l'artiste, il transfigure le réel. Il nous emporte en quelque sorte, comme je dirais, sur les ailes de son imagination. Mais Albert Camus est en train de dire quoi? Il n'y a pas d'imagination pure. Que même dans l'imagination la plus élevée, cette imagination, elle emporte les morceaux de ses lambeaux au réel. Et que l'artiste, le veuille ou non, il est contraint de conserver le réel. Je pars du réel, mais je lui donne une autre vie. Regardez, il dit quoi? L'art n'est ni le refus total, ni le consentement total à ce qui est. Donc l'artiste, il est partagé entre ou bien tourner le dos totalement au réel et produire des œuvres de mon imagination, ou être obligé de s'appuyer sur ce réel-là pour produire ses œuvres. Et lui, il coupe la poire en deux, Albert Camus, en disant, l'artiste, il ne congédie pas entièrement le réel, mais il ne le conserve pas entièrement. L'art est un juste milieu entre la réalité et l'imagination de l'artiste. L'artiste se trouve dans cette ambiguïté, incapable de nier le réel, et cependant éternellement voué à le contester dans ce qu'il a d'éternellement inachevé. Donc quel est le dilemme et l'ambiguïté? Où se trouve l'artiste? Il voulait nier le réel, produire un monde entièrement nouveau, mais il sait qu'il est toujours rattrapé par ce réel. Et la solution, il la donne en disant, il y a une fausse question que par exemple mercredi prochain, vous ne devrez pas vous poser. Quelle est la fausse question que vous devrez éviter de vous poser? C'est la question de savoir, est-ce que l'artiste devrait se contenter d'imiter le réel, ou bien est-ce que l'artiste devrait se contenter de créer autre chose de nouveau? Albert Camus dit, c'est une fausse question. Pourquoi ce serait une fausse question? D'être là à se demander, est-ce que l'art doit imiter ou est-ce que l'art doit relever de la création? La réponse est donnée par lui-même en disant, il ne s'agit donc pas de savoir si l'art doit fuir le réel ou s'y soumettre, mais quelle est la question qu'on doit se poser? Quelle dose exacte l'œuvre d'art doit se lester pour ne pas disparaître dans les nuits ou se traîner au contraire avec des semelles de plomb? Si vous êtes de bon littéraire, le texte est d'une beauté splendide. Donc il dit clairement ici, je répète, qu'on ne doit pas se demander est-ce que l'art doit relever des limitations ou de la création, mais la seule question qu'on doit se poser, c'est la question de savoir quel est le peu de choses que je dois emprunter à la réalité, l'associer au peu de choses qui surgiraient de mon imagination pour créer une œuvre géniale. Parce que, regardez, il y a deux dangers signalés par l'auteur. Regardez le texte, n'écoutez personne d'autre. Il y a deux dangers. Si j'imite entièrement, me conforme exactement au réel, qu'est-ce qui va se passer? Si je me conforme, je me contente d'imiter exactement, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je risque de traîner avec des semelles de plomb. C'est un langage imagé. Imaginez quelqu'un qui porte des semelles en plomb et il veut marcher. Des semelles en plomb, c'est une manière de dire quoi? C'est quelqu'un qui s'embourbe, qui ne peut pas marcher, qui ne tient pas. Donc si l'art ne cherche qu'à imiter, elle n'intéresse personne cette œuvre-là, parce qu'elle ne suscite pas de l'émotion, elle ne suscite pas un transport affectif et sentimental. Mais en même temps, je ne dois pas vous dire, je vais entièrement créer. Parce que quand je le fais, il dit, je disparais où? Dans les nuées. Si je me contente de tracer des figures géométriques, c'est de l'art. Ça peut être très beau,
Mais une figure géométrique tracée comme ça, on peut se demander mais où est-ce qu'on se trouve? Où est-ce que ça nous mène? À quoi ça nous sert? De quoi parle l'œuvre? En résumé, l'œuvre dit, l'art ne peut ni être totalement coupé de la réalité, ni être une simple copie. C'est un juste milieu entre l'imagination de l'artiste et la réalité. Deux travers dans lesquels on tomberait. Si on se contente et se soumet entièrement à ce qui est, on traîne avec des semelles de plomb. Si au contraire, on tourne le dos à ce qui est pour ne se fier qu'à notre imagination, nous disparaissons dans les lieux au sens où notre art a échoué à plaire. Et là où le plaisir a manqué, là où la joie a manqué, comme disait l'autre, l'art a manqué. Voilà le texte du point de vue de sa signification. Donc, le thème, la question philosophique, la thèse, la réponse que l'auteur apporte à la question, le plan du texte et la problématique soulevée par le texte. Le corps du devoir comprend l'explication et la discussion. Ensuite, vous tirez une conclusion. Maintenant, expliquer, par exemple, ici le texte parle de l'art. Le texte n'est pas un prétexte, ce n'est pas une occasion pour expliquer toutes les connaissances que vous avez sur l'art. Expliquer un texte, c'est suivre la progression de la pensée de l'auteur dans le texte, étape par étape. Et tout ce que vous direz doit renvoyer immédiatement à des passages du texte. Et vous le faites du début jusqu'à la fin. Maintenant, la discussion, c'est une partie purement critique qui vous permet d'envisager, n'est-ce pas, donc, d'autres possibilités qui n'ont pas été envisagées par le texte. Et comme M. Mbaye l'a rappelé, il faut respecter les consignes d'ordre méthodologique, respecter, n'est-ce pas, l'introduction, le développement, la conclusion, et peut-être dire que une fois que vous avez expliqué le texte dans une première partie, il faut discuter le texte. Par exemple, ici, ce texte, dans la discussion, on pourrait revenir sur les autres perspectives, n'est-ce pas, du rapport entre l'art et la réalité. Art comme imitation, ou bien même le principe de l'art pour l'art des Parnassiens, qui en réalité n'entretient aucun rapport avec la réalité vivante. Et donc, c'est dire que dans le commentaire, il y a ces deux parties, n'oubliez jamais, la partie explicative et la partie critique. Et donc, pour terminer, j'aimerais donner la parole au professeur pour faire une petite conclusion sur ce qui a été dit finalement. Je rappelle qu'en ce qui concerne l'épistémologie, nous l'avons abordé un tout petit peu sur les rapports entre la philosophie et la science, et peut-être dire aux élèves de série L que l'épistémologie fait partie du programme. Il y a des élèves de série L qui pensent qu'ils n'auront jamais un philosophe au sujet sur la science. Détrompez-vous. Et même aux élèves de série S qui n'ont épistémologie. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que l'épistémologie de l'Union, mais ce sera un sujet. Nous avons 3 sujets sur l'épistémologie. Il y aura des sujets sur les autres thèmes. Je crois qu'on ne peut que remercier tout le monde. Vous êtes contents, j'espère. Et que ce que nous avons dit vous sera utile. Priez que l'année prochaine vous fassiez partie du comité d'organisation parce que vous aurez tous réussi. Hein? Je voudrais que l'année prochaine ce soit vous qui organisez tout. Que moi, Michel Dia et Michel Mbaye et tous les autres ne soyons là que pour animer directement la conférence. Réitérer mes remerciements chaleureux à cet homme de lettres, brillant homme de culture, M. Racine Senghor. Il faut l'applaudir très fort parce que c'est lui qui nous a offert ce cadre-là. Oui, moi je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, c'est vraiment de me réjouir de ce qui s'est passé ce matin ici. Dire merci à Songhé, à toute l'équipe, et à l'équipe de Khalifa, à tous les établissements qui sont venus, à tous les élèves, et vraiment vous souhaiter plein succès au baccalauréat. Nous allons prier, nous sommes pendant le mois de Ramadan, et c'est un mois, je crois, qui nous autorise à être plein d'espoir. Professeur, merci pour cette générosité. Merci car leur souhaiter bonne chance. Et surtout, vous n'avez jamais cessé de le rappeler à chaque édition, et monsieur le professeur Ndiaye aussi, ne bouleversez pas vos habitudes. Si vous vous couchez auparavant à 2h du matin, couchez-vous à 2h. Si vous vous couchez à 9h, ne changez pas vos habitudes. Et la meilleure façon que vous avez
pour remercier ces éminents professeurs, c'est de vous concentrer et de suivre toute la méthodologie qui vous a été recommandée aujourd'hui. Bonne chance à tous et à tous, à toutes et à tous. Et à l'année prochaine, Inch'Allah, avec à vos côtés vos jeunes frères qui seront candidats à leur tour au baccalauréat, Inch'Allah.